Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission spéciale consacrée aux 20 ans de la Maison de l'Europe des Yvelines. Vous en avez sûrement une à côté de chez vous, il y en a une trentaine en France, mais de quoi s'agit-il, comment sont-elles nées et à quoi servent-elles? Je suis avec Corentin Alonso. Bonjour Mathis, il y en a une trentaine partout en France, à Saint-Germain-en-Laye, Paris, Besançon, Nice, Évreux, Nantes ou encore Perpignan. Ce sont des associations reconnues d'utilité publique. Alors leur but, faire vivre l'Europe sur tout le territoire, animer la réflexion sur l'Europe et réduire le fossé existant entre les institutions européennes et les citoyens. Elles sont nées à la fin des années 40 pour promouvoir les liens entre les différents peuples européens. Aujourd'hui, elles sont le relais des institutions sur le territoire. L'Union européenne, c'est un objet politique complexe. On le sait, les maisons de l'Europe sont là pour vous aider justement à l'analyser, à la comprendre, mais aussi à pouvoir vous faire votre propre avis dessus. Elles organisent des débats, des soirées pour échanger sur ces thèmes. Alors pour résumer, concrètement, les maisons de l'Europe font un travail d'éducation populaire à la citoyenneté européenne. Elles participent également à des projets avec d'autres maisons de l'Europe partout dans l'Union, situées dans d'autres pays. Alors je crois Corentin qu'il y a aussi des centres d'information Europe Direct. Alors oui, la moitié des maisons de l'Europe sont labellisées Centres d'information Europe Direct. Alors c'est un label décerné par la Commission européenne. Ils font office de relais entre les institutions européennes et l'échelon local en informant sur les décisions politiques qui ont été prises au niveau européen. Alors en tant que citoyen européen, vous avez probablement des questions et des préoccupations concernant l'Union européenne. Ces centres accueillent tous ceux qui se posent des questions, le fonctionnement de l'Union, sur les actions ainsi que sur les financements notamment. Ces centres, ils offrent un service d'information gratuit et sont à même de donner des conseils et de répondre à des questions sur tout ce qui concerne l'Union européenne. C'est là-bas que, par exemple, vous pouvez trouver votre information sur votre prochain voyage Erasmus, par exemple. Des interventions pédagogiques dans les collèges également et les lycées sont organisées afin de sensibiliser les plus jeunes à la citoyenneté européenne. Merci beaucoup Corentin pour ces précisions. Parlons d'Europe. Et Régina Lecointe vient de me rejoindre. Bonjour Régina. Alors vous êtes la secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines et surtout sa fondatrice il y a 20 ans. Quelle est l'histoire de la Maison de l'Europe? L'histoire, c'est que on s'était dit avec un certain nombre d'amis que l'Europe, telle qu'on le voyait, les discussions sur ceci, cela, c'était certes pour des spécialistes, mais les citoyens lambda, ça ne l'intéressait pas du tout. Ils se posaient la question. L'Europe, ça m'apporte quoi et c'est quoi en dehors des technocrates qui parlent. Donc c'est là où on a dit, mais il faudrait peut-être faire un lien entre les institutions et les citoyens et expliquer pourquoi l'Europe, c'est vraiment quelque chose de super et surtout pour les citoyens. Et donc il faut organiser des choses, surtout pour les jeunes, parce qu'on commence le plus un peu, commencer jeune, le mieux c'est. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec la Maison de l'Europe, par cette nécessité de parler aux citoyens, de leur expliquer à quoi sert l'Union européenne. Alors 20 ans, ce n'est pas rien. Comment s'est passée l'évolution de la Maison de l'Europe pendant ces 20 années? On commençait tout petit, on était quatre, les signataires de la convention, et on a surtout commencé avec les établissements scolaires. Ils ont très vite fait appel à nous, et on est intervenu, que ce soit pour la journée de l'Europe, que ça soit expliquez-nous l'Europe, ça dépendait après à quel niveau on intervenait. Et on a commencé, parce qu'on s'était dit, mais quelle fête de l'Europe avons-nous? Parce qu'on a plein de fêtes. Ce sont plus des commémorations des dernières guerres que des fêtes pour une Europe qu'on aime. Donc j'ai dit il faudrait peut-être faire quelque chose autour de la journée de l'Europe. Et c'est là qu'on a commencé, ça a duré presque 10 ans, la semaine de l'Europe où on a invité nos partenaires. Parfois on avait 90 jeunes et adultes de moins 7 à 9 pays européens. Et c'était le sport, c'était la culture, c'était la danse, c'était le théâtre, c'était le sport, tennis, foot. Donc ça, c'était très sympathique. On a toujours terminé avec une grande fête où les sportifs étaient primés et les jeunes ont montré ce qu'ils ont fait en danse, en musique, etc.
Donc, et l'Europe, quelque part, c'est ça pour nous. D'abord, cette rencontre de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre et de faire des choses ensemble. Et là, sport et musique et danse, c'était l'idéal pour faire des choses ensemble sans nécessairement parler les langues. Eh ben, merci beaucoup Regina d'avoir été avec nous. Parlons d'Europe. Sénatrice mais aussi présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines, on retrouve tout de suite Marta de Sidrac avec Nicolas Kirillovitz. Marta de Sidrac, expliquez-nous un peu votre vision à vous de l'Europe. Quelle image vous avez de l'Europe? Objet politique souvent critiqué par beaucoup. Est-ce que vous faites aussi partie de ces gens qui disent que l'Europe, l'Union européenne notamment, ne marche pas très bien? Alors, je crois que tout d'abord, l'Union européenne est très peu connue. Et je crois que là-dessus, nous avons tous un grand devoir de pédagogie que l'on doit faire vis-à-vis de nos concitoyens, puisque c'est l'objet aussi d'ailleurs de la réunion de nos 20 ans de ce soir. Ça sera l'occasion de rappeler ce que sont les institutions européennes que l'on connaît très mal en réalité, et également tout ce que l'Europe peut offrir aux citoyens européens, très largement, français évidemment. Moi, en tant que Français, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc je crois que le vrai sujet, c'est la méconnaissance que l'on a. C'est une grosse machine, c'est une machine avec des moyens, c'est une machine avec des envies, c'est une machine avec des visions. Et tout cela doit être amplement partagé sur l'ensemble des territoires des États membres. Et la complexité vient essentiellement de là. Et c'est un combat pour vous, puisque vous êtes présidente de cette maison de l'Europe des Yvelines depuis maintenant presque un an. Quelques mois. Oui. Comment vous pouvez, selon vous, dans les Yvelines par exemple, localement, comment on peut améliorer justement ce rapport entre cette grosse machine dont vous parliez, qu'est l'Union européenne, et les Yvelinois, parce qu'on le sait, enfin très peu le savent, mais pourtant il y a beaucoup de fonds européens qui permettent d'investir dans des projets, il y a beaucoup de choses qui se font localement. Comment on fait pour justement rapprocher et faire comprendre aux citoyens que le sujet européen est très important, il faut s'y intéresser? Oui, alors je pense qu'il faut que nous améliorons notre communication. Ça, c'est un axe fort que je souhaiterais que l'on développe au sein de la Maison de l'Europe des Yvelines. Quand je dis communication, pour dire tout ce que nous faisons justement vis-à-vis de cette population élargie et vis-à-vis de la jeunesse. Nous sommes quand même dans l'année de la jeunesse et il est important de le rappeler. Et l'événement de ce soir sera un de ces outils de communication très large, puisque nous avons invité beaucoup de nos élus de nos territoires que nous souhaitons sensibiliser également à la chose européenne et pour permettre à ce que chacun y puise l'intérêt qui pourra être trouvé dans cette Union européenne qui pour moi est quand même importante. Et nous sommes ici à Saint-Germain-en-Laye particulièrement un territoire profondément européen, profondément international. Donc je crois que nous sommes quand même pas si mal placés que cela pour pouvoir porter ce message vis-à-vis de nos concitoyens. Comment vous observez, ça sera ma dernière question, sans parler de pure politique, mais comment vous observez les débats, la façon dont se déroule cette présidence française du Conseil de l'Union européenne qui permet aussi de mettre les projecteurs sur le sujet de l'Europe? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez en France à ce propos, dans les médias, auprès des plus jeunes, comme vous en parliez Disons qu'on ne s'en sert pas toujours à bon escient, pour vous dire le fond de ma pensée. Moi, j'ai un petit regret sur cette présidence française, c'est en termes de calendrier. Ça ne vous a pas échappé que nous sommes en période électorale et nous serons amputés mécaniquement, c'est comme ça, de quelques mois, de quelques semaines pour pouvoir véritablement contribuer à cette réflexion qui doit se mener au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour moi un profond regret. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. Ce matin, vous voyez, on a aussi, moi au Sénat, j'avais initié un colloque avec la première ministre de Serbie, grand pays des Balkans, qui a vocation d'intégrer l'Union européenne. Vous avez vu que le président de la République a dit que les Balkans occidentaux étaient l'une des priorités de cette présidence française. Tout cela reste quand même relativement encore méconnu et souvent objet de clivage qui ne devrait pas être là, de mon point de vue. Et je pense que là-dessus, nous avons tous collectivement une responsabilité, à la fois pour faire connaître l'Europe. Moi, vous savez, j'ai une phrase toute bête que je répète à qui veut l'entendre. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Donc l'Europe, il faut commencer par la connaître. Et c'est en ça que je vais, moi, m'investir beaucoup, amplement avec toute l'équipe de la Maison de l'Europe des Yvelines. Vous les connaissez, ce sont des personnes très motivées. Et je compte beaucoup sur eux pour que, au moins dans les Yvelines, qu'on connaisse mieux l'Europe. Et pour les peut-être encore 20 prochaines années. Merci beaucoup. J'espère plus que ça encore. Plus que ça encore. Merci beaucoup, Marta de Sidrac. Merci à vous. Parlons d'Europe.
Pierre Font, maire de Sartrouville et président de l'Union des maires des Yvelines, est interrogé par Nicolas Kirillovitz sur le lien entre les petites communes et l'Europe. Pierre Font, en qualité de président de l'Union des maires des Yvelines, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous agissez concrètement, peut-être au quotidien aussi avec vos autres mandats, pour créer du lien entre des petites communes parfois yvelinoises et puis cette grosse entité, cette grosse machine qu'est l'Union européenne, qui a aussi peut-être l'avantage pour vous d'avoir des fonds européens qui peuvent aider les petites communes. Comment on crée ce lien entre des petites structures et des beaucoup plus grosses? Vous savez, d'abord, il y a d'abord à titre personnel un lien sentimental avec l'Europe parce que je suis né en Lorraine et autour de l'endroit où je suis né, il n'y a que des champs de bataille de toutes les guerres franco-allemandes. Et chez moi, dans ma famille, on a toujours été profondément européens parce que l'Europe, c'est la paix. Et donc on visualisait ce que l'absence d'Europe avait amené au cours de l'histoire et les drames que ça avait apporté. Bien sûr, pour les communes, l'Europe est parfois très loin. Oui. Surtout en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, on passe par la région, par l'État, par les départements, et donc on a une vision un peu lointaine. Mais il nous appartient aussi de construire des projets qui peuvent recevoir un soutien européen. Je pense en particulier à deux types de projets, les projets économiques, bien sûr, et les projets aussi qui touchent la mutation d'un certain nombre de quartiers, puisque l'Union européenne intervient aussi pour transformer nos territoires. Qu'est-ce que vous disent parfois peut-être les maires que vous rencontrez des petites communes à propos du sujet européen? On sait que c'est un sujet très clivant au sein de la société. Il y a ceux qui sont pro-européens, notamment peut-être les plus jeunes, et puis ceux qui critiquent beaucoup l'Europe sur sa complexité, sur son inutilité, la souveraineté qu'elle nous prendrait, aussi sa difficulté à monter des dossiers tout simplement pour des petites communes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, les acteurs locaux de ces territoires? Quel est le message qu'ils vous font passer à propos de l'Europe? Je pense qu'il y a un double message. D'abord, il y a un message un peu de complexité. Et c'est vrai que... À monter des dossiers, par exemple. À monter des dossiers, à les connaître même, à savoir qu'il y a... Alors, c'est pas propre à l'Europe. Vous savez, la complexité, elle existe aussi au niveau français, oui. Au niveau régional, au niveau départemental. C'est comme ça, monter des dossiers de demande de subvention, c'est difficile, c'est complexe. Et plus la commune est petite, plus ses moyens sont limités, et donc vous avez une difficulté là-dessus. Et puis, c'est aussi, je pense que c'est propre à la France, c'est aussi beaucoup d'ignorance sur ce qui se fait à l'Europe. Vous voyez, c'est une sorte de distance oui. Qui nourrit des fantasmes, qui nourrit le fait de peut-être une incompréhension. Et je pense qu'on a à travailler, la Maison de l'Europe, c'est ça aussi, on a à travailler sur une meilleure connaissance de ce qu'est l'Europe. Alors, paradoxalement, on le sait tous parce que nous sommes tous jumelés avec des communes européennes. Oui. Et cette pratique du jumelage est très ancienne. Alors, ça ne passe pas par l'Europe en tant qu'institution, mais ma ville, par exemple, est jumelée avec une ville grecque, une ville portugaise, une ville allemande. Et ces échanges... Ce qui nourrit peut-être des voyages parfois ou des échanges entre... Des voyages et puis en même temps des échanges sur des projets et puis en même temps le plaisir d'être ensemble. C'est ça aussi l'Europe. Et le fait qu'on remarque tous cette grande proximité en termes de civilisation qui nous unit. Donc et puis c'est pas des territoires très lointains. Donc il y a des choses communes. Voilà. Maintenant il y a à surmonter l'idée de complexité. Et les intercos, ça peut être pour ça, la région aussi, pour pouvoir monter des dossiers d'aide, de financement sur des sujets d'assainissement, d'aménagement du territoire, de développement économique, enfin voilà, tous ces sujets-là. Il y a aussi peut-être des rencontres organisées, des débats au sein des collectivités, auprès des plus jeunes aussi, comment on peut favoriser le lien entre l'Union européenne et cette jeunesse, l'intéresser, on sait, ça peut être compliqué de l'intéresser à la politique parfois, alors au sujet de l'Union européenne peut-être encore plus, comment on peut essayer de réussir cela? Moi je crois que c'est aussi au niveau du déroulement des études. Il y a dans beaucoup de communes maintenant des services ou des bureaux qui sont montés d'orientation, oui. D'information. Bon. Dans le post-bac, de plus en plus, il y a des cursus à l'étranger. Et ces cursus peuvent être européens. Il y a tous les dispositifs d'aide, de stage, de formation européenne. Et énormément de jeunes, quelle que soit leur formation, sont très friands. Parce qu'ils savent bien que leur vie professionnelle et même leur vie culturelle va se dérouler dans ce cadre européen. Et là, il y a aussi à faire connaître ces dispositifs qui permettent à un jeune de notre territoire, après le bac, de continuer dans une école, une université française, avec des parties qui vont se dérouler à l'étranger, notamment dans l'Europe. Merci beaucoup Pierre Font. Merci beaucoup. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne.
une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Vous êtes d'ailleurs invité à donner votre avis et partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Thème de ce numéro, les institutions européennes. On a parfois du mal à s'y retrouver, comme a pu le constater Maïe Lobin, qui est allé vous poser la question. Je sais qu'il y a le Parlement, qu'il y a la Commission européenne et qu'il y a le Conseil des ministres européens. Non, franchement. Non. À Strasbourg et à Bruxelles, oui, voilà. Le Parlement européen. Oh non, très mal. Vous pourriez pas m'en citer ? Non. Il y a la Commission, qui malheureusement n'est pas élue, donc c'est pas très démocratique. Il y a une présidente de la Commission, voilà. Et puis il y a, alors moi j'appelle ça l'Assemblée, mais c'est la, je sais pas comment on dit, enfin la réunion de tous les députés européens qui ont été... Le Parlement ? Ah voilà, le Parlement européen bien sûr. C'est vrai qu'en fait c'est super difficile comme question. Le Parlement européen, super, puis c'est tout quoi. Non. Non. Moi non plus. Conseil de l'Europe, Parlement européen, je sais pas, la présidence européenne. Est-ce que vous connaissez au moins leur rôle par exemple ? Non, très mal. Fédérer tous les pays et trouver des solutions ensemble. La Commission européenne qui est à Bruxelles, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est un peu l'organe exécutif. On a du mal à comprendre à quoi elle sert. Pour beaucoup, le rôle et le fonctionnement des institutions européennes est parfois flou, on vient de le voir. Mais pas d'inquiétude, notre journaliste Nicolas Kirillovitz est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathis. Effectivement, je vais essayer de vous aider. Il y a 7 institutions européennes. La première, peut-être la plus importante politiquement, c'est le Conseil européen. Il réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. 27 pays aujourd'hui depuis le départ de la Grande-Bretagne et le Brexit. Le Conseil européen, le Conseil aussi, on l'appelle parfois, il fixe les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est présidé par l'ancien Premier ministre belge Charles Michel. En résumé, le Conseil européen, c'est l'instance suprême qui se concentre sur les grandes orientations politiques et générales de l'Union européenne. Un peu comme si vous aviez en réalité 27 Emmanuel Macron qui se réunissaient pour décider de l'impulsion à donner aux politiques européennes et qui tranchent aussi en cas de blocage persistant entre les institutions. À côté de ce Conseil européen, il y a la Commission européenne. Elle est gardienne des traités de l'Union européenne. Elle défend les intérêts de l'Union européenne. Parfois, au Conseil européen, ce sont un peu les égoïsmes nationaux qui jouent. Là, avec la Commission européenne, ce sont vraiment les intérêts de l'Union européenne qui sont défendus. La Commission européenne est la seule à être dotée de l'initiative législative dans le domaine des compétences de l'UE, contrairement à la France, par exemple, où les parlementaires, eux, peuvent faire des propositions de loi. Là, c'est seulement la compétence de la Commission européenne, aujourd'hui présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen. Et il y a 27 membres de cette Commission européenne, un pour chacun des pays. Aux gros pays, les grosses commissions, généralement ça marche ainsi. Le Français Thierry Breton est en charge du marché intérieur. C'est lui qui était responsable des législations sur le numérique qui doivent permettre à l'Europe d'être un peu plus indépendante sur le sujet vis-à-vis des géants du numérique américains et chinois. Alors vous nous en avez cité 2, mais il y a aussi, je crois, le Conseil de l'Union européenne, Nicolas. Tout à fait, le Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen dont j'ai parlé au début. Le Conseil de l'Union européenne, lui, il réunit les ministres de chacun des États membres pour voter les lois proposées par la Commission européenne. J'espère que vous suivez pour l'instant, Mathis. C'est difficile. C'est un peu compliqué. Donc le Conseil de l'Union européenne est co-législateur avec le Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne se réunit selon les compétences de chacun des ministres. S'il y a un sujet des transports, ça va être les 27 ministres des transports des pays membres de l'UE qui vont se réunir pour amender peut-être ou modifier les propositions de loi de la Commission européenne. Et je vous le disais, il fait cela en parallèle avec le Parlement européen que l'on connaît un peu mieux. Ils sont 705, ces parlementaires
européens qui, eux, agissent donc en co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. On peut citer les autres trois grandes autres institutions de l'Union européenne. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui est chargée d'examiner la légalité des actes européens. Là, c'est un peu plus complexe, mais il y a cette Cour de justice de l'Union européenne. Il y a aussi la Banque centrale européenne, présidée par Christine Lagarde, qui est en charge de gérer la monnaie unique des 19 membres de la zone euro. Et puis, il y a la Cour des comptes européenne qui marche comme la Cour des comptes en France. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Vous êtes perdu ou pas, Mathis? Je pense que j'y vois un peu plus clair, en tout cas. Merci beaucoup pour ces précisions. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Et on va revenir en France à présent pour s'intéresser aux relations entretenues par notre Parlement et plus particulièrement le Sénat avec les institutions européennes et nos voisins européens. Corentin Alonso est avec le sénateur Jean-François Rapin, président de la Commission des Affaires européennes. Vous êtes sénateur du Pas-de-Calais et vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Il y en a aussi une autre Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, présidée par la députée Sabine Thilaye. Quel sont le rôle de ces deux commissions ? D'abord, ces deux commissions, elles sont définies et elles existent parce que la Constitution l'a décidé. Donc, elles ont aujourd'hui un rôle à la fois d'information auprès des différentes chambres dans lesquelles elles sont, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale, auprès des collègues sur l'actualité, sur l'information européenne et notamment sur les textes qui sortent. Elle a aussi un rôle de contrôle. Elle a un rôle de contrôle des textes au travers ce qu'on appelle la subsidiarité, la proportionnalité, puisqu'elle elle précise finalement si les textes européens sont tout à fait conformes au plan de la subsidiarité et de la proportionnalité avec ce qu'attendent les États membres et comment ils les reçoivent. Ça, c'est le premier point. Puis on a aussi un rôle d'interpellation auprès de nos gouvernements pour que le gouvernement qui a son propre mandat et son propre calendrier puisse aussi avoir de l'information de la part des parlements nationaux et entre autres chez nous du Sénat sous la forme, et on présente ça sous la forme de résolutions qui incitent le gouvernement à porter le message du Parlement. Puis en dernier lieu, vis-à-vis directement des institutions européennes, nous pouvons émettre des avis politiques sur certains textes, sur certaines directives, sur certains règlements, et ainsi nous pouvons influer. Et le Sénat fait partie de ces institutions qui arrivent à influer un petit peu sur les institutions européennes au travers ces différents outils. Alors vous le savez, nous avons en pleine présidence française du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est l'occasion de parler plus d'Europe au Sénat, mais aussi dans les médias? Je ne sais pas si ce sera l'occasion de parler plus d'Europe. En tout cas, c'est une charge de travail complémentaire pour les deux chambres parlementaires, puisque nous animons bien sûr des réunions qui sont propres aux institutions telles qu'elles sont établies, et entre autres je pense à la COSAC, qui est la conférence des organes chargés justement de ces affaires européennes, et donc nous sommes réunis sous deux formats avec des membres de chaque commission des parlements nationaux qui travaillent sur les sujets européens. Et donc nous la présidons cette année, puisque c'est l'année de la présidence française. Donc à la fois Sabine Thilaye et moi-même co-présidons cette COSAC. Après, il y a des événements parlementaires qui sont proposés. Alors bien sûr, on a reçu, nous, la COSAC des présidents. Les présidents des chambres parlementaires des 27 sont venus à Paris et en visio. Et nous essayons dès lors de constituer, de réunir tout le monde, mais sous l'autorité de la France. Voilà, donc c'est une charge de travail complémentaire, administrative, diplomatique, mais c'est aussi un beau challenge. Est-ce que les médias et les politiques maîtrisent-ils suffisamment les sujets européens? C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai organisé récemment au Sénat une table ronde justement pour à la fois échanger avec les médias nationaux, mais aussi les médias européens sur la façon dont nous pourrions mieux les uns et les autres communiquer. C'est sûrement de notre faute. Les sujets européens paraissent très éloignés de nos citoyens, et forcément, si c'est éloigné des citoyens, ça intéresse beaucoup moins la presse. Néanmoins, il y a des choses quand même essentielles, très importantes. Je rappelle que l'Europe a des compétences quasi exclusives sur l'agriculture, sur la pêche, en droit transfrontalier. On a des sujets qui sont
des sujets de migration aujourd'hui et avec un rôle très important, de plus en plus important qui doit être joué par l'Europe. Donc tous ces sujets devraient intéresser plus. Peut-être qu'on en parle aussi, nous, on n'a pas su à un certain moment vulgariser le message européen. Quand je dis vulgariser, ce n'est pas péjoratif. C'est comment porter le message européen à la portée de tous nos concitoyens. Comment rapprocher l'Europe des citoyens. Comment faire ce concept que je défends dans beaucoup de mes allocutions, le contexte d'Europe à la maison. Alors justement, quelles sont les pistes pour essayer d'améliorer ce sujet, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour la démocratie ? Dans les deux sens, c'est-à-dire que les politiques doivent faire beaucoup de pédagogie. L'Europe, c'est de la politique, l'Europe, c'est de la diplomatie, mais l'Europe, c'est aussi de la pédagogie, c'est beaucoup de pédagogie de notre part, les élus. Et puis les médias ont peut-être aussi une réflexion sur la façon dont ils doivent présenter les sujets européens et les rendre beaucoup plus, à la fois plus concrets, mais plus accessibles. Merci beaucoup Jean-François Rapin. On arrive au terme de cette émission. Vous le savez, une grande consultation citoyenne est actuellement en cours. Vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, plateforme mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pourrez ainsi partager vos idées sur différents thèmes, changement climatique, santé, justice sociale, emploi, démocratie européenne et un tas d'autres choses. Parlons d'Europe, c'est terminé. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous. Cette émission a été enregistrée en marge du 20e anniversaire de la Maison de l'Europe des Yvelines. On espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posez et n'oubliez pas de prolonger le débat sur nos réseaux sociaux. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.